Imaginez, un instant, que vous ayez passé une vie à l'intérieur d'un film, absorbé par l'intrigue, les personnages, les règles de cet univers. Il a applaudi les victoires comme s'ils étaient les siens, souffrait de défaites comme s'il n'y avait pas d'alternative. Il a accepté, sans aucun doute, que son rôle n'était que celui d'un supplément, un soutien avec très peu de pouvoir sur le déploiement de l'histoire. Imaginez maintenant qu'une voix, claire comme une cloche dans un silence absolu, murmure quelque chose qui secoue tout, rien de tout cela n'est réel. Ou plutôt, pas comme ils vous ont appris. La caméra n'est pas là-bas dans un studio lointain. Elle est en toi. Le script qui a dicté vos douleurs et vos joies. Vous l'écrivez, avec chaque pensée, avec chaque émotion, avec chaque croyance que vous nourrissez. Que ressentiriez-vous en ce moment? Un mélange d'étonnement, d'incrédulité, peut-être une peur profonde, mais, surtout, la reconnaissance d'une puissance oubliée, une vérité que son essence a toujours connue, même si son esprit rationnel l'a ignorée. Pendant des siècles, l'humanité a vécu cette illusion collective, un script de limitation, de rareté, d'un destin immuable présenté comme la seule réalité possible. Les grandes institutions, les systèmes éducatifs et les croyances les plus strictes ont agi comme des tuteurs silencieux, en vous assurant que vous ne réalisez jamais une vérité fondamentale, vous n'êtes pas seulement l'acteur, pas même le réalisateur, vous êtes le créateur absolu de cette expérience. Mais quelque chose change. Le voile qui couvrait cette vérité pendant des millénaires commence à se briser. L'univers a accéléré son rythme et ses synchronicités, les coïncidences, et ce sentiment persistant qu'il y a quelque chose de plus grand qu'il ne semblait vous avoir amené ici. Ce n'est pas une simple suivi que vous lisez ces mots maintenant. C'est un appel. Une voix qui résonne dans la pièce sombre, vous invitant à vous lever du fauteuil, à prendre le contrôle de la caméra et à réécrire l'histoire. Ce n'est pas un livre, plein de belles phrases et de théories abstraites. C'est un guide pratique pour briser le script imposé, pour reconstruire votre vie à partir de zéro et sauver le pouvoir qui lui a été retiré. Une profonde immersion dans les principes qui unissent la métaphysique et la science de la conscience, prouvant, sans aucun doute, que la réalité est une extension de votre esprit. Tout au long de ce voyage, nous aurons déterré des vérités enterrées, déformées et réduites au silence au-dessus des âges. Si cette idée résonne avec vous, si quelque chose à l'intérieur de votre poitrine palpite avec la force d'une longue vérité dormante, c'est le moment de faire le premier pas. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. La vraie voie commence maintenant. Le monde est immuable, c'était le premier mensonge qui nous a vendus. Dès les premières années de l'école, nous nous avons appris à voir la vie comme un ensemble de faits inaltérables. La réalité, nous avons dit, est concrète, prévisible et, pour la plupart, est hors de notre contrôle. Nous avons reçu une carte détaillée du monde, un manuel d'instruction pour l'existence, mais nous avons oublié de nous avertir d'un détail crucial, cette carte n'est pas le territoire. De plus, nous avons le pouvoir de le repenser à tout moment. C'est la grande arnaque de notre civilisation. Nous avons été conditionnés à croire que nous ne sommes que des spectateurs de la vie, les bateaux dérivent dans une mer d'événements aléatoires. Ils nous ont convaincus que le succès ou l'échec dépendent de la chance, du destin ou des forces externes dont nous n'avons aucune influence. Mais la vérité est que cette croyance est l'arrestation la plus efficace jamais construite, ces barres sont invisibles, et la clé est entre vos mains. Notez comment ce mensonge infiltre votre vie quotidienne. L'histoire est enseignée comme une séquence de faits immuables, dont nous ne pouvons pas nous échapper. La science traditionnelle présente des lois rigides qui régissent un univers mécanique, sans place pour l'intervention humaine. La société impose des structures et des normes inaltérables, comme si nous devions les suivre pour appartenir à quelque chose de plus grand. Nous absorbons, sans s'en rendre compte, un paradigme d'où tout vient de l'extérieur. Si quelque chose de bien se produit, nous nous sentons bien, si quelque chose de mauvais se produit, nous nous sentons mal. Nous acceptons cette équation comme une loi naturelle, sans réaliser qu'il s'agit d'un piège mental à partir duquel nous pouvons nous libérer à tout moment. Mais que se passe-t-il si la direction de cette équation était inversée? Et si ce qui se passe à l'intérieur de vous façonne ce qui se passe à l'extérieur? Si vos pensées, émotions et croyances étaient le moteur invisible qui façonne le monde physique? Si cela était vrai, l'idée d'un monde fixe s'effondrerait comme une caste. Allons. L'univers ne serait plus une structure rigide et deviendrait une masse malléable,
en espérant la mouler avec vos mains. La physique quantique nous a déjà donné le premier aperçu de cette vérité au siècle dernier, avec la célèbre expérience de la fente d'Yau. Pour ceux qui ne savent pas, les scientifiques ont tiré des électrons, de minuscules particules, à travers une assiette avec 2 fentes. Le résultat ? Un modèle d'interférence, comme si les électrons se comportaient comme des vagues, passant simultanément les 2 fentes. Mais voici le plus surprenant, lorsque les scientifiques ont installé un détecteur pour observer qui fente chaque électron, le comportement a radicalement changé. Les électrons ont cessé d'agir comme des vagues et ont commencé à se comporter comme des particules, comme de petites boules qui ne pouvaient choisir qu'une seule fissure à la fois. C'est-à-dire, le simple fait d'observer, la présence de la conscience, a changé la réalité physique. Les électrons existaient dans un état de toute possibilité en même temps, jusqu'à ce que l'esprit les oblige à choisir une seule manière. Ce n'était pas seulement un fait curieux de la physique. C'était la première fissure visible sur le mur du grand mensonge. Un écho moderne de la connaissance ancienne, la matière n'est ni solide ni statique, mais l'énergie pure en vibration, et l'esprit a le pouvoir de façonner cette énergie. Imaginez la réalité comme l'écran d'un cinéma. La plupart des gens sont fascinés par les images qui passent, convaincus que ce film est la seule vérité. Mais la vraie magie n'est pas à l'écran, c'est dans le projecteur. Et devinez quoi ? Vous êtes celui qui tient le contrôle. Vous pouvez modifier le canal, ajuster le volume, réécrire les dialogues et même choisir la fin. Ce n'est pas un simple spectateur. Vous êtes l'opérateur. Le directeur. Le créateur de l'histoire qui est sur le point de se dérouler. La question est, qu'allez-vous faire avec ce pouvoir ? Décroisser cette première illusion est de savoir comment éclairer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous vous rendez compte que les ombres que vous craignez n'en étaient que des projections déformées de votre propre esprit. C'est le moment où vous n'êtes plus un otage aux circonstances et devient l'architecte de votre réalité. Le monde n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui émane de vous, façonné avec chaque pensée, chaque croyance, chaque choix conscient ou inconscient que vous faites. Et maintenant, avec cette fissure ouverte dans le rideau de perception, nous sommes prêts à plonger plus profondément. Pour déterrer l'origine de cette sagesse qui, pendant des siècles, a tenté d'effacer, de déformer ou de limiter les cercles secrets. Parce que cette vérité n'est pas une invention moderne. Ce n'est pas un aperçu de l'auto-help ou une théorie marginale. C'est un fil d'or qui traverse les civilisations, survit au feu de joie de livres et persiste malgré ceux qui ont essayé de l'enterrer. Une connaissance aussi ancienne que l'humanité elle-même et si dangereuse que seuls les plus courageux osent le garder. Chapitre 2, l'écho ancestral, les premiers gardiens du secret. Lorsque nous avons démantelé l'idée d'un monde rigide et immuable, nous faisons de la place pour un voyage dans le temps. Une expédition aux racines de cette vérité, qui n'a pas commencé hier, ni il y a 100 ans, mais dans des temples oubliés, dans les rouleaux de papyrus et les paroles chuchotées entre les maîtres et les disciples. Cette sagesse n'appartient pas à une seule culture. C'est un héritage universel, transmis par ceux qui, à différents moments, ont été appelés mystiques, sages, philosophes ou alchimistes. Mais en fait, ils ont été les premiers scientifiques de la conscience, hommes et femmes qui comprenaient, bien avant les laboratoires et les équations, que la réalité est malléable et que l'esprit est son outil le plus puissant. Le point de départ le plus clair de cette tradition se trouve dans l'Égypte ancienne, dans la figure énigmatique d'Hermès Trismégisto, le 3 fois grand, fondateur de l'hermétisme. Nous ne savons pas s'il était un homme de chair et d'os ou un archétype, une synthèse de plusieurs sages. Mais ça compte peu. Ce qui compte, c'est ce qu'il a laissé pour compte, un système de connaissances si avancé que, même aujourd'hui, la science moderne trébuche dans ses vérités. Dans les textes hermétiques, en particulier à Kybalion, la maxime que nous avons déjà mentionnée est enregistrée, l'ensemble est l'esprit, l'univers est mental. Ce n'était pas une métaphore poétique. C'était le premier principe d'une cosmologie révolutionnaire, l'univers n'est pas une étape où l'esprit agit, c'est l'esprit. Tout ce qui existe des galaxies les plus éloignées à un grain de sable est une manifestation d'une conscience supérieure, un océan infini de possession. Qu'il se matérialise à travers la pensée. Les hermétistes ont compris que nous, en tant qu'étincelles de cette conscience, héritons le même pouvoir créatif, bien qu'à plus petite échelle. Pour eux, l'univers était le rêve d'un dieu. Et nous les rêveurs dans ce rêve,
aussi capable de tisser nos propres rêves. Cette idée était si explosive qu'elle était protégée par des ongles et des ongles dans les mystères égyptiens. Parce qu'ils savaient, si cette vérité tombait entre les mauvaises mains, ou pire, si elle était révélée à ceux qui n'étaient pas préparés pour elle, pourrait être utilisée pour manipuler, dominer ou même détruire. La connaissance, après tout, est l'arme la plus puissante qui soit. Dans le même temps, au Moyen-Orient, un autre mouvement qui a fait écho à la même vérité a émergé, la gnose. Pour les gnostiques, le monde physique n'était qu'une illusion, une arrestation imparfaite de la matière, non pas créée par un Dieu suprême, mais par un démiurge, un Dieu plus petit et limité, qui confondait sa création avec une réalité absolue. La véritable existence, le plérum, la plénitude, était un royaume de conscience pure, où la divinité n'était pas, là-bas, mais dans chaque être. La mission du gnostique ? Éveiller. N'oubliez pas que son essence n'était pas ce corps fragile, ni cet esprit conditionné, mais une étincelle de la divine, emprisonnée dans un jeu d'ombre. Pourquoi cette idée était-elle si dangereuse ? Parce qu'il a libéré l'individu. Un être humain qui se reconnaît comme divin n'a pas besoin d'intermédiaire, il n'a pas besoin de prêtre, de dogme, ni de système qui le garde petit. Un être humain qui sait qu'il peut créer sa réalité est un être humain impossible à contrôler. Et cela, pour les pouvoirs établis de l'époque, était une menace existentielle. Cette sagesse a résisté au temps. Au Moyen Âge, elle a déguisé son alchimie. Les alchimistes n'étaient pas vraiment en retard en transformant l'or, c'était le code pour le profane. La vraie alchimie était la transmutation intérieure, convertir l'ignorance en sagesse, peur en courage, l'imitation de la liberté. Ils savaient que pour maîtriser la matière externe, c'était d'abord de dominer la matière interne, l'esprit. L'or qu'ils recherchaient n'était pas un métal, mais le pouvoir de façonner la réalité avec réflexion. Et la pierre philosophe légendaire ? Ce n'était pas un objet, mais la clé pour éveiller le potentiel infini de la conscience. Ce fil d'or est venu à la Renaissance, où des penseurs comme René Descartes, sans même s'en rendre compte, le continua. Lorsqu'il a proclamé « Je pense que j'ai bientôt existé », il n'était pas au courant de réaffirmer son esprit sur la matière. Bien qu'il n'ait pas pris l'idée à ses dernières conséquences, il a ouvert une porte, l'esprit n'est pas un sous-produit du corps. C'est la base de l'existence elle-même. Et aujourd'hui, la science moderne, en particulier la physique quantique, nous a finalement donné les outils pour prouver ce que les anciens savaient déjà. Lorsqu'un physique observe une particule et qu'il change son comportement, il n'est pas magique. C'est l'esprit de l'observateur influençant les observés. C'est la confirmation que l'univers n'est pas une machine prédéterminée, mais un champ de possibilités infinies qui répond à la conscience. L'esprit contrôle tout. Ce n'est pas un nouvel âge. Ce n'est pas un optimisme naïf. C'est la conclusion logique des millénaires de sagesse, et maintenant de la science la plus avancée. C'est le secret qu'ils ont essayé de cacher, de déformer et même d'effacer. Mais il est ici entre ses mains. Et avec lui, vous êtes prêts pour la prochaine étape, apprenez à l'utiliser. Avant de suivre, cependant, faites une chose, commentaire ci-dessous, l'univers répond à mon esprit. Ce faisant, vous ne déclarez pas seulement une intention. C'est activer cette vérité dans votre vie. Il rejoint une légion de personnes qui refusent le rôle des victimes et assument le pouvoir des créateurs. Chapitre 3, votre esprit n'est pas votre cerveau, le domaine de la conscience. Jusqu'à présent, nous utilisons les mots mind and brain comme s'ils étaient synonymes. Mais pour déverrouiller tout votre potentiel créatif, nous devons faire une distinction radicale. Votre cerveau est le matériel, un organe physique, un processeur biologique de 1,5 kg fait de neurones, de protéines et d'eau. Il peut être scanné, photographié, étudié. S'ils sont endommagés, leurs fonctions sont compromises. C'est tangible. Limité. Mortel. Votre esprit, cependant, est le logiciel, un champ d'énergie et de conscience qui utilise le cerveau, mais qui n'y est pas collé. Imaginez votre cerveau comme une radio. La radio est un objet en béton, il a des circuits, des antennes, des boutons. Vous pouvez tenir vos mains, vous pouvez le casser. Mais la radio n'est pas le mus. 6K. La musique est l'onde invisible, la vibration qui se déplace dans l'air et cette radio capture.
De même, votre cerveau est le récepteur qui se connecte à l'énergie de votre esprit, mais l'esprit existe au-delà. Si la radio se casse, la musique ne disparaît pas. Elle est toujours dans l'éther, attendant un autre récepteur. Si votre cerveau cessait de fonctionner, votre esprit, cette essence consciente, ne cesserait pas d'exister. Elle trouverait simplement une autre radio pour s'exprimer. Cette idée d'un esprit en tant que champ de conscience non local est ce qui nous relie à l'univers. Le cerveau n'est pas le créateur de l'esprit. C'est un filtre, un traducteur, un portail entre les dimensions. Et c'est là que tout devient encore plus fascinant. Prouve que vous n'êtes pas un simple observateur de la réalité, mais un co-créateur de celui-ci. Votre cerveau n'a pas été conçu pour capturer tout l'univers, il a été calibré pour filtrer l'infini et le transformer en quelque chose que votre conscience limitée peut traiter. C'est comme si vous portiez des lunettes avec un objectif noir, le soleil est toujours là, brillant dans toute son intensité, mais vos yeux n'obtiennent qu'une fraction de cette lumière. La réalité que vous ressentez n'est pas le monde lui-même, mais une interprétation personnalisée, une traduction unique de l'énergie universelle en sensations, émotions et pensées. Et voici la révolution, la neuroplasticité n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est la preuve que votre esprit n'est pas coincé dans le crâne. C'est la preuve que vous, en tant que champ de conscience, pouvez reprogrammer la question. Chaque nouvelle pensée, chaque émotion intense, chaque aperçu soudain n'est pas seulement un événement mental, c'est une commande qui reconfigure les synapses de votre cerveau. Vous ne pensez pas seulement, vous sculptez votre propre biologie. Si l'esprit n'était qu'un produit cérébral, comme les logiciels dépendants du matériel, alors les lésions cérébrales seraient irréversibles. Mais la science a prouvé, les gens récupèrent les fonctions perdues, créent de nouvelles connexions neuronales, dépassent les limitations physiques grâce à la puissance de l'attention focalisée. Ce n'est pas magique, c'est la loi de la conscience en action. Alors, où est vraiment votre esprit? Pas à l'intérieur de la boîte en os de votre crâne. Elle est partout. C'est dans l'espace entre vos pensées, dans l'énergie qui passe autour de vous, dans la toile invisible qui relie chaque atome de votre corps à chaque étoile du ciel. C'est le même domaine que les sages appellent Brahman, que les physiciens appellent le champ quantique zéro, que les poètes appellent l'âme du monde. Votre esprit n'est pas une goutte dans l'océan, c'est l'océan entier, et votre cerveau n'est qu'une vague temporaire qui vient de cette mer pour vous expérimenter. Lorsque vous internalisez cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous arrêtez de vous voir comme un prisonnier de circonstances. Ce n'est plus un corps qui vieillit, les comptes qui n'ont pas fermé, les relations qui n'ont pas fonctionné. Vous vous reconnaissez comme l'architecte lui-même, un domaine d'énergie conscient qui, pendant un bref instant, a choisi de porter les vêtements de l'histoire pour jouer dans le jeu de la dualité. Et si le cerveau n'est que l'instrument, alors l'esprit est le musicien. Et le musicien peut changer de musique à tout moment. Cela nous amène à une question transformatrice, si vous pouvez réécrire le logiciel de votre esprit, quel programme s'exécute maintenant? La plupart des gens opèrent avec des systèmes d'exploitation obsolètes, croyances héréditaires, peurs conditionnées, modèles de rareté installés dans l'enfance. Mais vous n'êtes pas un ordinateur ordinaire. Vous êtes un supercalculateur quantique avec un accès illimité à la source. Et l'univers ne vous attend pas pour vous demander la permission de mettre à jour votre système. Il attend que vous preniez le contrôle. Chapitre 4, le code de l'univers, la loi des vibrations. Si l'univers est mental, alors sa langue n'est pas faite de mots, mais des fréquences. Tout, de l'électron dansant autour d'un noyau à l'orbite des planètes, est une vibration. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, émet une signature d'énergie unique, comme note dans une symphonie cosmique. Et voici la clé, l'univers ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vibrez. Imaginez vos pensées comme des ondes radio. Si vous réglez la station de peur, l'univers renvoie plus de situations pour que vous ayez des craintes. Si vous réglez la station de gratitude, l'univers amplifie tout ce qui peut vous rendre reconnaissant. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense, c'est une résonance. Deux coussinets réglés à la même fréquence vibrent à l'unisson, même à distance. Votre vie est l'écho de votre fréquence dominante. La plupart des gens essaient de changer la réalité de l'extérieur. Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand je trouverai l'amour, je me sentirai complet. Mais la loi des vibrations inverse cette logique, vous devenez d'abord la fréquence,
puis la réalité s'aligne avec elle. Ce n'est pas « j'ai, donc je suis », c'est « je suis, donc j'attire ». Si vous voulez l'abondance, ne vous attendez pas à ce que l'argent se sente riche. Sentez-vous riche maintenant et notez comment l'univers conspire pour vous refléter cette énergie. La maîtrise de sa fréquence n'est pas un cadeau mystique, c'est une compétence tremblante. La méditation, la visualisation, la gratitude et les déclarations ne sont pas des rituels ésotériques, ce sont des outils d'étalonnage. Ils sont comme les boutons d'un égaliseur, vous ajustez les fréquences jusqu'à ce que vous trouviez le son parfait. Et lorsque vous dominez cet art, vous percevez quelque chose de surprenant, la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous arrive. Comment augmenter votre fréquence, le guide pratique. 1. Conscience radicale. Arrêtez-vous maintenant et demandez, quelle est ma vibration dominante en ce moment? Ne jugez pas, ne justifiez pas, notez simplement. Émettez-vous des fréquences d'anxiété? De culpabilité? Pressé? La conscience est la première étape à changer. Vous ne pouvez pas ajuster un instrument si vous ne savez pas quelle note est contestée. 2. Transmutation alchimique. Les émotions négatives ne sont pas des ennemis, ils sont l'énergie en mouvement, émotion, espérant être redirigée. Au lieu de combattre la colère, transformez-la, utilisez cette énergie pour créer, pour déplacer, pour fixer des limites. Au lieu de s'enfoncer dans la tristesse, laissez-le vous rendre plus compatissant. L'alchimie interne commence lorsque vous arrêtez de résister et commencez à réutiliser l'énergie. 3. Élévation immédiate. Votre fréquence change au moment où vous choisissez un état supérieur. Écoutez une chanson qui vous élève. Danse. Respirez profondément. Regardez quelque chose qui vous inspire. Parlez à quelqu'un qui vous fait rire. Le corps ne ment pas, lorsque vous agissez comme une personne de vibration élevée, votre champ d'énergie s'ajuste automatiquement. 4. Focus magnétique. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, répond à ce que vous nourrissez. Arrêtez de donner de l'énergie à ce qui manque et commencez à célébrer ce qui existe déjà. Faites une liste de gratitude. Visualisez vos objectifs comme déjà accomplis. Affirmez votre pouvoir avec conviction. Votre esprit est un aimant, ce sur quoi vous vous concentrez, développe. Chapitre 5, The Cosmic Mirror, la loi de la correspondance. Comme c'est en tête, c'est en baisse. Comme c'est à l'intérieur, c'est sorti. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est l'équation maître de la création. Le motif d'une galaxie en spirale est répété dans la coquille d'un escargot. La structure d'un atome reflète la danse des planètes autour du Soleil. L'univers n'invente rien de nouveau, il répète des motifs à différentes échelles. Et vous, dans le cadre de cet ensemble, êtes également un microcosme du macrocosme. Cela signifie que votre monde extérieur est un réflexe amplifié de votre monde intérieur. Vos relations, votre travail, votre santé, tout est un miroir des croyances, des émotions et des fréquences que vous émettez. Si votre vie semble chaotique, regardez à l'intérieur, où y a-t-il un trouble interne? Si vos relations sont toxiques, demandez, quelles toxines sont toujours en vous? La loi de la correspondance n'est pas une malédiction, c'est une invitation à la responsabilité radicale. Parce que si tout est une réflexion, le véritable changement n'est pas là-bas. C'est ici. À l'intérieur de vous. Et quand vous comprenez cela, une question devient inévitable. Quelle réalité projetez-vous dans le miroir de l'univers? L'univers n'est pas un vide aléatoire, c'est une intelligence vivante et pulsante qui s'exprime à travers les modèles éternels, archétypes qui sont répétés dans chaque atome, dans chaque galaxie, chaque battement de votre cœur. Vous n'êtes pas hors de cette intelligence, vous êtes cette intelligence en action. Mais voici la révélation qui change tout, la loi de la correspondance ne se limite pas à montrer que le macrocosme reflète le microcosme. Ça va au-delà. Comme c'est à l'intérieur, il est sorti. Pas comme une métaphore poétique, mais comme une équation mathématique précise. Votre monde extérieur n'est pas un scénario indépendant, c'est un hologramme parfait de votre monde intérieur. Chaque conflit auquel vous êtes confronté, chaque porte qui se ferme, chaque personne qui vous traverse comme un miroir déformé, tout cela est une matérialisation exacte de ce que vous cultivez en silence. Ce n'est pas l'univers conspirant contre vous, c'est l'univers qui vous répond.
Si votre esprit est un champ de bataille, votre vie sera une guerre. Si votre cœur est un désert, vos relations arides. Mais si en vous, il y a une paix comme un lac serein, les vagues de l'existence se calmeront autour de vous. Si vous avez une abondance dans vos pensées, des opportunités émergeront alors que des fruits matures tombent à votre portée. Le monde n'est pas son ennemi, il est son professeur le plus sage. Un miroir qui ne ment jamais, même lorsque la vérité fait mal. Et voici l'erreur fatale que 99% des gens font, ils essaient de nettoyer le miroir au lieu de changer le visage qui y est reflété. Changer d'emploi, partenaire, ville, comme si le problème était là-bas. Mais la loi de la correspondance est implacable, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, il ne sera pas utile de modifier l'angle de la caméra. Changez ce qui est filmé. La plupart passent leur vie à lutter contre les réflexes, essayer de danger les gens, forcer les circonstances, accumuler des choses comme elles comblent le vide intérieur. Mais la véritable alchimie ne manipule pas le monde, c'est de vous transformer. Lorsque vous guérissez vos blessures, lorsque vous dissolvez des croyances qui vous emprisonnent, lorsque vous choisissez d'aimer au lieu de la peur, le miroir n'a d'autre choix que de s'adapter. Sa réflexion doit changer. Pas par la magie, mais par la loi cosmique. Ce n'est pas une prison, c'est la plus grande liberté qui existe. Parce que cela signifie que vous n'êtes pas en otage aux circonstances. Vous n'avez pas à attendre que le monde change soit heureux. Vous n'avez besoin de l'approbation de quelqu'un pour vous sentir complet. Vous êtes le créateur. Et quand il assume cette puissance, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous arrêtez de blâmer, arrêtez de vous plaindre, pour ressentir une victime. Au lieu de cela, regardez chaque défi et demande, qu'est-ce que cela révèle chez moi? Quelle est mon ombre projetée ici? Cette question, si simple, si révolutionnaire, est la clé qui déverrouille les portes que vous ne saviez même pas être fermées. Parce que lorsque vous devenez détective de la conscience, chaque obstacle devient une carte. Chaque conflit, une piste. Chaque échec, une invitation à se réinventer. Et c'est ainsi que vous n'êtes plus un spectateur passif de la vie à devenir le réalisateur du film lui-même. Chapitre 6, la loi de la cause et de l'effet, le karma comme pouvoir, pas comme punition. Parler en karma, et la plupart des gens imaginent un juge cosmique avec une échelle, récompensant le bien et punissant les méchants. Mais c'est la version des enfants d'une vérité beaucoup plus profonde. Le karma n'est pas une punition. C'est la physique quantique de la conscience. C'est la loi de la cause et de l'effet en action. Chaque action, physique, mentale ou émotionnelle, génère une réaction correspondante. Il n'y a aucune chance. Il n'y a pas de chance. Chaque événement de votre vie, du café renversé à l'amour qui vient, ou feuille, est l'écho d'une cause que vous avez plantée. L'univers est un système de rétroaction impeccable. Il retourne exactement ce que vous donnez, pas comme une vengeance, mais comme une conséquence naturelle. Si vous craignez la peur, vous récolterez de l'anxiété. Si vous avez un doute, cela récoltera l'incertitude. Si vous semez la colère, il récoltera les conflits. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi. Et le plus incroyable? Vous n'êtes pas sa victime, vous êtes le jardinier. La plupart des gens opèrent dans un karma inconscient, pensées automatiques, réactions émotionnelles, mots prononcés sur le pilote automatique. Ils plantent des graines de rareté, je n'ai jamais assez d'argent, et sont surpris lorsque la récolte est la pauvreté. Ils ont le sol avec ressentiment, saumon fait, et étrange quand la vie leur rend plus de trahison. Mais il y a une autre façon, le karma conscient. Karma conscious est l'acte de semer intentionnellement. C'est pour choisir, avec chaque pensée, avec chaque mot, avec chaque action, quel type d'avenir vous voulez récolter. Il est à comprendre que si vous voulez de l'amour, ce doit être l'amour. Si vous voulez l'abondance, vous devez vibrer à la fréquence de la prospérité. Si vous voulez la paix, vous devez cultiver la sérénité en vous. Il ne s'agit pas de faire les uns les autres pour revenir, il s'agit de devenir l'énergie que vous voulez attirer. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion, engrais. L'univers est le soleil et la pluie qui font pousser ces graines. Vous ne pouvez pas choisir des roses si vous plantez des épines. Il ne peut pas s'attendre à ce que la lumière nourrit l'obscurité. Le choix vous appartient,
Et la loi de cause à effet garantit que vous récolterez exactement ce qui a planté, multiplié par la précision cosmique. Lorsque vous internalisez cela, quelque chose de magique se produit, vous arrêtez de blâmer la destination. Arrêtez de voir comme une victime des circonstances. Vous devenez l'agriculteur de votre propre vie. Et un agriculteur sage ne se plaint pas de la récolte, il examine les graines qu'il a plantées. Ne maudis pas la terre, apprends-le. Préparez le mieux. Parce que vous savez, l'univers n'est pas injuste. C'est un miroir parfait. Et la récolte de demain dépend des graines que vous choisissez de planter aujourd'hui. Imaginez-vous comme le commandant d'un navire majestueux. Vous donnez des ordres, dessinez des itinéraires, des cartes d'études avec une précision millimétrique. Mais il y a une vérité que peu de capitaines comprennent, le vrai pouvoir n'est pas dans le gouvernail que vous tiendez, mais dans l'équipage qui exploite les machines dans les entrailles du bateau. Son subconscient est cette équipe invisible, silencieuse, efficace et implacablement fidèle au programme qu'ils ont. Si vous, en tant que capitaine, criez « conduisons avec un iceberg », mais votre équipage est programmé pour esquiver les obstacles avec la maîtrise, le navire sera sauvé. Mais si vous commandez « tournez à droite », alors que le système interne est codé pour toujours à gauche, peu importe la force que vous criez, le bateau obéira au code caché. Votre subconscient fonctionne comme ça. Elle ne remet pas en question. Ne jugez pas. Elle joue. Il est un maître programmeur qui stocke chaque expérience, chaque peur, chaque croyance qu'il a déjà absorbée, de « l'argent est sale » entendu dans l'enfance à « vous n'êtes pas capable » chuchoté par un professeur inattentif. Pour elle, il n'y a pas de différence entre la réalité et l'imagination, la vérité ou le mensonge. Si vous répétez que la vie est difficile, cela rendra la vie difficile. Il est intériorisé que l'abondance est dangereuse, elle sabotera toutes les opportunités de prospérité, car votre seul travail est de vous protéger, même si cela signifie vous garder coincé dans les normes de rareté. Voici la clé de la manifestation, reprogrammer le subconscient. Il ne sert à rien de décoration des déclarations si, dans les profondeurs de votre esprit, il exécute toujours le logiciel de l'absence. Les outils que nous explorons, visualisation, gratitude, décret, ne sont pas des exercices vides. C'est la langue que le subconscient comprend. Ils sont comme mettre à jour le système d'exploitation d'un ancien ordinateur, vous n'installez pas seulement un nouveau programme, vous réécrivez les codes sources qui dictent votre réalité. Ce processus n'est pas instantané. C'est une œuvre de répétition consciente, de discipline et de foi incroyable. Chaque instruction répétée est une nouvelle commande gravée. Chaque visualisation chargée émotionnellement est un fichier remplacé. La gratitude n'est pas seulement un « merci » mécanique, c'est la preuve du subconscient que le nouveau programme est déjà en cours d'exécution. Et patience ? C'est la certitude que même si les résultats ne sont pas encore visibles, les engrenages internes tournent déjà en leur faveur. Lorsque vous dominez cette vérité, arrêtez de vous battre. Ne plus se blâmer pour ne pas avoir attiré ce qu'il veut et voit, vous n'échouiez pas, vous n'opériez qu'avec des logiciels obsolètes. Maintenant, avec cette conscience, vous prenez le contrôle. Pas en tant qu'utilisateur passif, mais en tant qu'administrateur de son système, capable de supprimer les virus de doute et d'installer des applications pour l'alimentation, l'abondance et la réalisation. Chapitre 9, l'intention, la première commande de l'univers. Maintenant que nous avons dévoilé le système d'exploitation de la création, il est temps d'ouvrir l'architecte de la réalité Toolbox. Et le premier, et plus puissant, d'entre eux est l'intention. L'intention n'est pas un vague désir. Ce n'est pas un « sans bretelles » ou « je veux, Dieu veut ». L'intention est une commande. Un ordre clair, précis et irrévocable que vous faites à l'univers de ce qui sera créé. La plupart des gens vivent en mode réactif, ils répondent à ce qui se passe, se concentrez-vous sur ce qui manque, nourrissez ce qu'ils craignent. Et, comme nous le savons déjà, l'univers renvoie ce que vous donnez. Si votre énergie vibre en manquant, le manque se multiplie. Si votre esprit répète « cela ne fonctionnera jamais », l'univers confirme, comme vous commandez. Une vraie intention est différente. C'est un acte de souveraineté. Un pacte que vous faites avec vous-même et des lois cosmiques, ce sera le mien. C'est déjà à moi. Il ne s'agit pas de savoir comment cela se produira, il s'agit de ce qu'il se manifestera.
Au lieu de « je veux être heureux », une intention puissante ressemble à « je suis heureuse ». Ma vie déborde de la joie dans chaque domaine. La différence ? Le premier est une demande. Le second est une déclaration de facto. Pour une intention de travailler, il a besoin de 3 piliers non négociables. 1. Clarté cristalline. L'univers ne devine pas. Si vous demandez une voiture, vous pouvez recevoir un jouet. Soyez précis, je conduis un modèle en couleur X, avec le nouvel arôme en cuir, ce qui me fait me sentir en sécurité et puissant à chaque courbe. Les détails activent le subconscient. 2. Émotion brûlante. L'intention sans intention est un livre de désir à banc. Stimulant. Vous devriez ressentir le désir comme s'il était déjà réel. Fermez les yeux et vivez le frisson d'être dans cette voiture, le poids du volant dans les mains, le son du moteur, la fierté de se garer. L'émotion est le carburant qui allume la manifestation. 3. Foi incapable. Le doute est statique à la fréquence de la création. Vous devez libérer la nécessité de savoir comment et de faire confiance qu'une fois la commande est mise, l'univers réorganise déjà les gens, les circonstances et le synchronisme pour le délivrer. Sa partie est de maintenir la fréquence, comme un phare non fluide, guidant le navire vers la côte. Lorsque vous émettez une telle intention, il active le protocole de manifestation. C'est comme entrer dans une adresse GPS cosmique et dire « Prenez-moi ici ». L'univers, dans son intelligence infinie, calcule l'itinéraire, ajuste le trafic de vie et aligne chaque pièce, mais vous devez garder votre destination fixe sur l'écran. Chapitre 10, Visualisation, le pouvoir de voir pour créer. Si l'intention est la commande, la vue est l'écran où vous projetez l'avenir avant qu'il existe. Ce n'est pas la rêverie. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est une communication directe avec le subconscient et le champ quantique de création. Votre subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination. Lorsque vous visualisez avec des détails riches et une charge émotionnelle, il accepte l'image comme une vérité et commence à travailler pour la rendre physique. C'est comme montrer un plan pour une équipe de construction, si le projet est clair, ils se construisent. S'il est flou, quelque chose d'instable. Pour voir le travail, il doit suivre 3 lois. 1. Clarté cinématographique. Ce n'est pas suffisant une image nuageuse. Créez une expérience sensorielle complète. Si vous voulez une maison, voyez la teinte exacte des murs à l'aube, ressentez la texture du canapé en velours, écoutez le son de vos pas sur le plancher en bois, respirez l'odeur du café frais dans la cuisine. Plus il est réel, plus le subconscient croit. 2. Émotion magnétique. La visualisation sans ressentir est un film muet. Vous devez vivre la scène. Sentez la gratitude d'être dans cet espace, la sécurité d'appartenir à ces environnements, la joie de recevoir des visiteurs. L'émotion est l'aimant qui attire la question. 3. Répétition obsessionnelle. Le subconscient apprend par répétition. 10 minutes le matin. 10 minutes la nuit. Chaque jour, comme un rituel sacré. Chaque session renforce les nouvelles connexions neuronales jusqu'à ce que la visualisation devienne sa réalité standard. Au fil du temps, votre subconscient fonctionnera comme si cet avenir était déjà présent, et la réalité physique n'aura pas d'autre choix que de s'aligner. En maîtrisant la visualisation, vous faites plus que imaginer. Vous réécrivez les codes subconscients, augmentez votre fréquence vibratoire et faites un signal si puissant que l'univers ne peut ignorer. Vous voyez littéralement pour créer. Chapitre 11, Affirmation et décret reprogrammation de votre code source. Votre subconscient est le système d'exploitation qui effectue 95% de vos actions, décisions et résultats. Le problème ? La plupart d'entre nous exécutent un logiciel obsolète, plein de virus comme « je ne suis pas assez »,« l'argent est difficile » ou « le bonheur est pour les autres ». Les affirmations et les décrets sont les outils pour formater ce disque dur et installer un nouveau système, aligné avec son essence, pas ses craintes. Par exemple, je décroise que l'abondance me coule sans effort, comme une rivière qui ne sèche jamais. Les affirmations et les décrets ne sont pas simplement des phrases répétées dans le vide, ils sont un dialogue sacré avec leur subconscient, une reconversion de leur système de croyance. Mais pour qu'ils travaillent, ils doivent obéir à 3 lois immuables, présent, positivité et pouvoir émotionnel. 1. Parler dans le présent,
parce que le subconscient ne comprend pas l'avenir. Votre esprit ne fait pas de distinction entre « je serai prospère » et « je suis un échec ». Il fonctionne dans le présent. Si vous dites « je serai heureux », enregistre TL, je ne suis pas encore. Mais lorsque vous déclarez « je suis abondant », elle n'a pas d'autre choix que d'accepter comme vérité. Ce n'est pas magique, c'est des neurosciences. Chaque mot que vous répétez dans le présent reconfigurez vos synapses, comme un sculpteur façonnant de l'argile. 2. Éliminez le déni, parce que le subconscient ignore le « non ». Si vous répétez « je ne suis pas pauvre », votre esprit est « pauvre ». C'est comme dire à un enfant « ne courez pas », le cerveau traite simplement « run ». Au lieu de combattre ce que vous ne voulez pas, nourrissez ce que vous voulez. Changez « je n'ai pas peur » pour « je suis courageux ». Changez « je n'échouerai pas » pour « je suis imbattable ». Votre énergie va là où est votre attention, et l'attention doit être magnétique, pas défensive. 3. C. L'émotion se déroule, parce que les sentiments sont le carburant de la transformation. Les déclarations froides sont comme des graines jetées sur un sol aride, ne germent pas. Mais lorsque vous les prononcez avec l'intensité de ceux qui ont déjà ce que vous voulez, ils deviennent des commandes neurologiques. Sentez le poids de l'argent entre vos mains en disant « je suis riche ». Soyez fiers de déclarer « je suis un leader inspirant ». Votre voix doit trembler de conviction, vos yeux doivent briller. Le subconscient ne répond pas à la logique, répond aux vibrations. La répétition consciente est la clé principale. Il ne sert à rien de répéter « je réussis » une fois et d'attendre des miracles. Votre cerveau a besoin d'une exposition massive à la nouvelle vérité, en tant que muscle qui se renforce avec l'entraînement quotidien. Faites-en un rituel, le matin, en regardant dans le miroir, avant de se coucher, comme une prière, en cas de doute, comme un bouclier. 50 répétitions par jour, avec une véritable émotion, et dans 21 jours, votre esprit commencera à l'accepter comme réalité. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de reprogrammation. Et voici le secret le plus profond, vous ne changez pas seulement vos pensées, vous réécrivez votre identité. Chaque déclaration est un coup de marteau à l'ancien « moi », forgeant un nouvel être. Lorsque vous passez de « je veux être confiant » à « je suis confiant », vous ne plaidez plus avec l'univers, vous y prenez votre place. Votre vibration change. Vos choix changent. Votre réalité obéit. Chapitre 12, Émotions, l'aimant de manifestation. Jusqu'à présent, nous parlons de l'intention et de la visualisation, mais il y a un ingrédient qui se multiplie pour 10 le pouvoir de ces outils, l'émotion. L'intention est la carte, la visualisation est la boussole, mais l'émotion ? C'est le feu qui déplace la machine. Pourquoi l'émotion est-elle si puissante ? Parce que c'est de l'énergie pure en mouvement, mouvement. Chaque sentiment que vous ressentez émet une fréquence qui attire ou repousse les réalités. Gratitude, amour, joie, ce sont des hautes fréquences, alignées sur l'abondance de l'univers. Peur, doute, colère ? Basse fréquence qui crée des blocages. L'univers ne répond pas à vos mots, répond à votre vibration. L'erreur mortelle que 99% des gens font attend de se sentir bien après que les choses se soient améliorées. Je serai heureux quand j'aurai de l'argent. Je serai en sécurité quand je trouverai l'amour. Mais la loi de l'attraction ne fonctionne pas de cette façon. D'abord l'émotion, puis la manifestation. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, j'attire ce qui vibre. Si votre énergie est de rareté, l'univers vous donnera plus de raisons de vous sentir pauvre. Si votre énergie est abondante, les opportunités couleront comme une rivière vers vous. Alors, comment ressentir quelque chose qui n'est pas encore réel ? Voici le pouvoir de la simulation émotionnelle. Votre esprit ne fait pas de distinction entre une expérience vivante et un sentiment chargé de sentiments. Lorsque vous fermez les yeux et ressentez la joie de conduire votre nouvelle voiture, la fierté de signer le contrat de rêve, la paix de savoir que tout est résolu, votre cerveau libère les mêmes neurotransmetteurs que si cela s'était déjà produit. Vous entraînez littéralement votre système nerveux pour l'abondance. Pratiquez le « comme si », considéré comme la version qui a déjà atteint ses objectifs. Parlez comme elle. Prendre des décisions comme elle. Agir jusqu'à ce qu'ils deviennent. Son subconscient, trompé par la répétition, commencera à accepter cette identité comme la vérité, et sa réalité s'adaptera pour se combiner.
Ce n'est pas une prétention, c'est le reconditionnement quantique. N'oubliez pas, l'émotion n'est pas le résultat de la manifestation, c'est le catalyseur. Vous n'attendez pas que la pluie prenne le parapluie. Vous ouvrez le parapluie et attirez ainsi la pluie. Sentez-vous abondant maintenant et l'univers remplira le vide de preuves. Sentez-vous aimé et l'amour vous trouvera. Le choix vous appartient, être victime des circonstances ou de l'architecte de vos émotions. Et vos émotions, en fin de compte, choisiront votre destination. Les vrais parasites de la conscience ne sont pas des virus ou des bactéries, ils sont la peur et le doute, deux sabotagers silencieux qui gèrent la structure de leur création. Ils n'attaquent pas le corps, mais la fréquence. Ils ne volent pas leurs marchandises, mais leur capacité à attirer. Ce sont de faibles émotions de vibration qui, lorsqu'elles sont laissées sans contrôle, empoisonnent tout votre système de manifestation, transformant les rêves en mirages et opportunités en obstacles imaginaires. La peur est un instinct primitif, un reste du moment où la survie dépendait de réagir à de réelles menaces. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'abondance consciente, leurs craintes sont des fantômes, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la rareté. Ils ne protègent pas, paralysés. Sont-les des courants invisibles qui le maintiennent coincé dans la zone de confort, l'empêchant d'agir, de créer, de se plaindre ce qui est le sien par la droite divine. Le doute, à son tour, est le traître interne. C'est la voix qui murmure, cela ne fonctionnera pas, vous ne le méritez pas, l'univers n'écoute pas. C'est le poison qui dissout la foi et le fait changer le rôle du réalisateur de sa vie pour le simple spectateur, en regardant tandis que d'autres vivent les rêves que vous avez abandonnés. Mais voici la vérité révolutionnaire, vous n'avez pas à exterminer la peur et le doute, vous devez les maîtriser. Ce ne sont pas des ennemis, ils sont une énergie mal dirigée. La peur peut être le carburant qui vous fait avancer, et non la force qui la tient. Lorsque vous sentez que votre cœur s'accélère face à un défi, ne vous soumettez pas en bas, quel est le pire qui puisse se produire? Et puis, plus important encore, et si tout se passe bien? Ce simple changement de perspective révèle l'irrationalité de la plupart des peurs. Ce ne sont pas des prophéties, ce sont des illusions qui se dissipent sous le centre de la conscience. Quant au doute, votre antidote n'est pas le déni, mais fait. Pas une foi aveugle, mais la certitude inébranlable que l'univers conspire en sa faveur. Comment le cultiver? Par gratitude. Lorsque vous énumérez, ressentez et célébrez ce que vous avez déjà, de l'air dans vos poumons aux petites victoires de la journée, cela prouve que l'abondance n'est pas une théorie mais une réalité constante. Cette mémoire vibratoire de la disposition passée devient la base de la confiance à l'avenir. La gratitude est le pont entre le doute et la certitude. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur et le doute, ils reviendront toujours, comme des vagues, mais de les transmuter en alliés. Chaque fois qu'ils surviennent, reconnaissez-les, merci pour l'énergie qu'ils apportent et le redirigent vers l'action. Ainsi, vous n'êtes plus en otage à de faibles émotions et devient l'alchimiste de la conscience, transformant le plomb en or, l'imitation en puissance et doute en destin manifeste. Chapitre 16, Patience sacrée, libérer, comment et embrasser, quand. Vous avez planté l'intention, visualisé l'avenir avec une clarté cristalline et pris les premières étapes inspirées. Maintenant, le test final vient, l'art d'attendre sans anxiété. Mais l'attention, la patience n'est pas la passivité. Il n'est pas assis avec vos bras croisés pendant que la vie passe. La patience est la certitude active que votre création est déjà en mouvement, même si elle est invisible à vos yeux. Il s'agit de croire que, tout comme la graine n'a pas besoin de cris pour germer, votre désir n'a pas besoin de contrôle obsessionnel pour accomplir. L'ego, cependant, déteste la libération. Il a besoin de réponses, comment ça va se passer, quand, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais l'univers ne fonctionne pas par des feuilles de calcul ou des horaires humains. Votre intelligence est infinie et ses méthodes imprévisibles. Si vous insistez pour dicter la voie, vous limitez le miracle à votre propre capacité limitée. Imaginez essayer d'enseigner à une rivière comment couler ou une star comment briller, ridicule, non? De même, sa mission est de semer l'intention avec une pure émotion, de l'arroser avec une action alignée puis, la confiance. La patience est la foi en mouvement. Il est de savoir que pendant que vous respirez, l'univers tisse les fils de votre réalité dans les coulisses. Parfois, le retard n'est pas un non, mais un pas encore,
parce que vous devez encore grandir pour recevoir, apprendre à mériter, ou simplement parce que le moment parfait est orchestré au-delà du temps linéaire. L'univers ne fonctionne pas avec les délais, fonctionne avec la synchronicité divine. N'oubliez pas, l'anxiété est l'antithèse de la manifestation. Il émet une fréquence de faute, de désespoir qui pousse ce que vous voulez. La patience, au contraire, rayonne la confiance. C'est comme dire à l'univers, je sais que ça arrive. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de voir pour le croire. Lorsque vous laissez échapper comment et confiance lorsque vous n'êtes pas passif, vous devenez un maître du temps sacré. Et voici le secret, quel est le vôtre? Aucun retard ne peut empêcher. Qu'est-ce que la vôtre? Aucune force ne peut nier. Sa tâche est de maintenir des vibrations élevées, une gratitude active et une action inspirée, et de laisser l'univers s'occuper du reste. Parce qu'à la fin, la patience ne consiste pas à attendre. Il s'agit de savoir. Chapitre 17, Gratitude, l'aimant invisible de l'abondance. De tous les outils de manifestation, on se démarque comme le plus puissant, paradoxalement, le plus sous-estimé, la gratitude. Pas comme un geste mécanique merci, mais comme un état d'être. Une reconnaissance profonde qui, en ce moment, vous êtes déjà abondant, pas malgré le. Extraction, mais à travers elle. La gratitude n'est pas la cerise du gâteau de manifestation, c'est la farine qui le soutient. C'est l'antidote définitif de la rareté, de la peur et du doute. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, le café chaud le matin, le câlin inattendu, la santé que nous ignorons souvent, reprogrammant votre cerveau pour fonctionner à la fréquence de la plénitude. Et l'univers, fidèle à la loi de la résonance, ne peut en réagir avec plus. Mais méfiez-vous, la gratitude ne concerne pas la grandeur. Ce ne sont pas seulement les grandes réalisations qui méritent la reconnaissance. C'est en simplicité que la magie se cache. Le soleil sur le visage, le rire d'un ami, le fait qu'être vivant pour lire ces mots, chaque petit miracle est la preuve que vous êtes déjà soutenu. En pratiquant quotidiennement la gratitude, que ce soit dans un journal, une prière ou un soupir conscient, vous faites bien plus que être positif. Tu es. 1. Formez votre esprit pour voir les opportunités où je l'ai déjà vu. 2. Augmentez votre vibration pour attirer des expériences compatibles avec cette énergie. 3. Envoi d'un signal clair à l'univers, je vous fais confiance. Je suis ouvert pour en recevoir plus. La gratitude est le cycle vertueux par excellence. Plus vous vous en remerciez, plus vous remerciez la raison de vous paraître. Pas par hasard, mais par la loi universelle. Vous devenez un aimant à ne pas demander, mais pour reconnaître. Et voici le pouvoir caché, en période de crise, la gratitude est son encre. Lorsque la tempête arrive, et elle arrive toujours, ce seront les souvenirs de ce qui a déjà été donné, pas la peur de ce qui peut être pris, qui vous gardera ferme. Parce que l'abondance n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous pensez de ce que vous avez. Faites de cette habitude votre religion quotidienne. Et notez à quel point l'univers commence mystérieusement à conspirer afin que vous ayez encore plus de raisons de sourire. La rareté est une illusion dangereuse, la conviction que si vous en avez plus, quelqu'un en aura moins. Mais l'univers ne fonctionne pas par soustraction. C'est une pure expansion. L'abondance n'est pas un gâteau divisé en tranches de plus en plus petites, c'est un océan qui pousse à chaque vague, à chaque goutte que vous osez ajouter. Lorsque vous exprimez la prospérité, vous ne volez rien à personne. Il amplifie la fréquence des possibilités pour tous. Le véritable héritage n'est pas ce que vous accumulez, mais ce qui vous fait pousser de ce que vous avez. C'est la marque qui part dans le monde, le sentier de la lumière qui inspire les autres à se réveiller avec leur propre pouvoir. En devenant l'architecte de votre réalité, vous devenez un phare, et les phares ne se contentent pas d'éclairer leur propre chemin, ils guident les navires perdus vers la côte. Vous devenez un maître lorsque vous enseignez avec l'exemple, un guérisseur quand il transforme la douleur en objectif, un leader quand il montre que la magie n'est pas un privilège mais un choix. C'est l'essence de la manifestation, il ne s'agit pas d'avoir, c'est d'être. Soyez une preuve vivante que les lois de l'univers répondent à ceux qui osent créer. Le contrat de pigné est l'aube du Créateur. Nous avons atteint la fin de ce voyage, et si vous êtes arrivé, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de vous a commencé à bouger. Nous avons déterré le premier mensonge,
que le monde est un endroit rigide, un plateau avec des pièces fixes. Nous avons entendu les chuchotements des hermétistes, qui savaient que tout est l'esprit, les gnostiques, qui ont déchiffré les codes de création, et les alchimistes, qui ont transformé l'or non pas avec le feu, mais avec conscience. J'ai appris à utiliser les lois universelles comme manuel d'instruction pour leur propre existence. Et, surtout, nous sommes confrontés au grand saboteur intérieur, celui qui a murmuré, « Vous ne le méritez pas, c'est impossible, le monde est comme ça et prêt. » Maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez fermer ce livre, revenir au fauteuil de démission et reprendre le film de l'imitation, celui où la vie vous arrive, où le script est déjà écrit et vous êtes juste un supplément. Ou vous pouvez prendre le projecteur, effacer l'écran vide et commencer à diriger votre propre chef-d'œuvre. N'oubliez pas, vous n'êtes pas en otage au destin ou au hasard. Vous êtes le peintre de ce vaste écran cosmique, et chaque coup de pinceau, chaque pensée, chaque émotion, chaque action, façonne le paysage devant vous. Les secrets que vous connaissez maintenant sont des clés, pas à aucune porte, mais à l'arrestation que vous avez construite avec vous-même des croyances limitantes. Il n'y a pas de grille pour vous tenir sauf celle que vous refusez de fondre. Ce chemin se termine ici. La magie commence lorsque vous agissez. Aujourd'hui, vous pouvez réécrire votre subconscient, brûler l'ancien. Croyance et visualiser l'avenir comme un champ ouvert, en attendant leurs graines. Si ces mots ont résonné sur vous, si quelque chose à l'intérieur de votre poitrine s'est accéléré, comme un moteur prêt à décoller, c'est un signe que la synchronicité se déplace déjà. L'univers ne soutient pas par hasard. Il crie quand vous êtes prêt à entendre. Maintenant, le choix vous appartient. Abonnez-vous à ce nouveau contrat avec soi-même, que, à partir de ce moment, vous ne serez plus un spectateur, mais le réalisateur, l'écrivain, le protagoniste. Partagez cette vérité avec ceux qui dorment encore en pilote automatique. Commentaire ci-dessous, vos mots sont le sceau de votre intention, la première étape pour unir leurs forces avec une légion de co-créateurs conscients. Nous sommes à un tournant. Ensemble, nous pouvons être la marée qui change l'histoire. L'univers a déjà parlé. Vous écoutez. Maintenant, prenez le pinceau. L'écran attend.